En chacun de nous sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. Within each of us is a dreamer just waiting to be awakened. We all have the magic to unlock this inner child. But sometimes that inner child needs an invitation to come out and play. This is your invitation to dream. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un rêve. Et ce rêve, c'est le mien. Mais c'est aussi le rêve d'une petite fille passionnée par les histoires comme La Belle et la Bête, Pinocchio ou encore Peter Pan. Et c'est en grandissant que j'ai compris que derrière ces histoires se cachait un homme. Et cet homme, c'est Walt Disney. Walt Disney qui a su guider mon regard, influencer ma façon de voir, de comprendre, mais aussi de concevoir. Walt Disney m'a montré qu'on pouvait créer des choses magiques tout en étant exigeant, structuré, mais surtout curieux. Ce rêve, donc, c'est un peu aussi celui de Walt Disney, un créateur, un rêveur, mais surtout un homme qui a su poser, sans le savoir, les bases du design d'expérience. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant de vous parler de Disney, je vais vous parler de l'homme. Walt Disney, quand c'était un petit garçon, il est très passionné, notamment par les trains, qui symbolisent pour lui le voyage, la liberté, l'exploration. Il est aussi fasciné par les contes d'Andersen que sa maman lui lit tous les soirs. Il est également fasciné par la nature et les animaux. Et évidemment, fasciné par l'animation. Et c'est là que je vais vous emmener tout d'abord. Quelques années plus tard, Walt Disney va créer Oswald, The Lucky Rabbit. Malheureusement, par un hasard concours de circonstances, Oswald va être complètement perdu. Disney n'aura plus du tout les droits sur le personnage et va même se faire voler quelques animateurs. Et donc, frustré de cette expérience, Walt Disney va créer un nouveau personnage. Ce personnage, une petite souris, qui est Mortimer. Alors effectivement, Mortimer, ça ne vend pas du rêve, mais grâce à la femme de Walt, Liliane, on va connaître du coup cette souris sous le nom de Mickey Mouse. Mickey Mouse, il faut savoir qu'à la base, c'est pas du tout un succès. Les distributeurs de cinéma trouvent qu'il est jugé beaucoup trop enfantin. Mais Walt Disney ne va pas s'arrêter là. Walt va donc créer une nouvelle expérience, un nouveau film. Et ce film, vous le connaissez tous, c'est celui-ci. C'est Steamboat Willie. Alors pourquoi je vous parle de Steamboat Willie ? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'est le premier film d'animation synchronisé avec du son. C'est une réelle révolution. À tel point que le film qui est diffusé après dans les salles de cinéma après Steamboat Willie est complètement tombé dans l'oubli. Les gens ne viennent spécialement que pour voir Mickey Mouse. Si je vous raconte cette histoire, c'est que tout simplement, Walt Disney va prendre un tournant grâce à cette expérience. Frustré de ce qui se passait avec Oswald, Disney dira « Je suis désolé pour l'accent anglais,
The key is to always keep moving forward to make the good better and to strive to make things better. Tout simplement, la clé est de toujours aller de l'avant, de rendre ce qui est bon meilleur et de s'efforcer d'améliorer les choses. Disney va nous inculquer une leçon. Déjà, il va comprendre que la clé du succès, c'est l'innovation, mais surtout qu'il a besoin de structurer ses idées, d'avoir un process, d'avoir une vision. Et c'est donc à partir de 1937, et notamment dans Blanche-Neige et les 7 Nains, que Walt Disney va exiger beaucoup plus de rigueur de la part de ses animateurs, mais même de lui-même. Pour la petite anecdote, à partir de 1937, sur Blanche-Neige et les 7 Nains, Disney va imposer que tous les scénarios et tous les storyboards soient verrouillés avant le lancement de la production. Tout simplement pour éviter les allers-retours coûteux en phase d'animation. En clair, avoir une vision avant de passer. Il faut que je sois plus près. En phase de delivery. Nous, en product design, on a des wireframes, des user flows, etc., etc. Combien de fois, en tant que product design, surtout au début de ma carrière, j'ai entendu « Laura, c'est bon, j'ai pas du tout besoin de wireframe, les tests utilisateurs, on s'en fout, moi je sais très bien ce que mes utilisateurs ils veulent, passe en maquette ». Et combien, avec pédagogie, en tant que designer, on a dû répondre « Non, on a besoin d'une vision, on a besoin de savoir où on met les pieds ». En clair, il faut qu'on connaisse là où on met les pieds. Et Walt Disney, à l'époque, l'a très bien compris. Il faut savoir, petite anecdote, que dans l'industrie du cinéma, du moins animation, les storyboards à l'époque, c'était monnaie courante de revenir dessus. C'était monnaie courante de refaire le scénario. Sauf que Disney a bien compris que ça faisait gagner un temps fou. Et c'est équivoque. Blanche-Neige et les 7 Nains est un réel succès, alors que c'était un énorme risque. À tel point que Disney va gagner un Oscar d'honneur très spécial, tout simplement parce qu'on va avoir 7 petites statuettes qui vont symboliser les 7 nains. Walt Disney va aller beaucoup plus loin dans la rigueur et l'exigence de ses animateurs. Avec notamment Ollie Johnson et Frank Thomas, ils vont écrire un livre. Ce livre, c'est The Illusion of Life. Ce livre pose les 12 principes de l'animation. 12 principes qui, aujourd'hui, presque 100 ans après, sont toujours inculqués dans les écoles de design, de motion, d'animation. Je vais faire un petit focus sur ces 12 principes. Ces 12 principes rendent tout simplement l'animation beaucoup plus vivante, beaucoup plus émotionnelle. Je vais faire un petit focus sur 3 qui, en termes de product design, vont peut-être plus vous parler. Donc le premier, l'anticipation. Préparer visuellement l'action pour que l'utilisateur comprenne ce qui arrive. Ici, on ne voit pas simplement Donald sauter, on le voit plier les genoux, on le voit s'élancer et on le voit sauter. En product design, si je prends l'exemple de l'outboarding, on va accompagner l'utilisateur step by step pour savoir ce qu'il va se passer. C'est exactement la même chose. Deuxième focus, le staging. Clarifier l'intention principale de chaque scène pour éviter la confusion. Ici, petit extrait de Lilo et Stitch, on voit clairement, si on y prête un peu plus attention, que seulement les personnages principaux au premier plan sont animés. L'arrière-plan est totalement figé. On nous éclaire l'action principale. En tant que designer, on peut parler d'une hiérarchie d'information. Ici, on voit clairement qu'on a un titre, un CTA. L'utilisateur sait exactement l'action principale qu'il doit mener. Et dernier focus, l'exagération. Amplifier les actions pour les rendre plus compréhensibles, plus réalistes. Ici, le génie n'est pas seulement heureux, il a un grand sourire, les yeux écarquillés, il saute, il bondit partout. En tant que designer, par exemple, dans les formulaires, on va exactement faire la même chose. Sur une information correcte, on va avoir de la couleur et de l'iconographie. Pour les erreurs, la même chose, sauf qu'on va même rajouter un message supplémentaire
pour informer l'utilisateur de son erreur. Walt Disney, malgré tous les process qu'il va mettre en place, va rencontrer une autre problématique. Une problématique qu'en tant que designer, vous connaissez tous. Produire plus vite, à moindre coût, et bien sûr, sans perdre la qualité. Et en tant que designer, c'est quelque chose qui nous parle. Walt Disney va donc industrialiser son animation. Ici, on retrouve notamment dans Robin des Bois ou encore dans Le Livre de la Jungle ou Blanche-Neige des animations qui sont similaires. Pourtant, l'artistique, l'animation est différente. En tant que product designer, nous avons ce qu'on appelle des design systems. Disney va se permettre de réutiliser des mouvements existants. Nous, on va réutiliser des composants UI existants, comme des boutons, des modales, pour ne pas repartir de zéro. Disney va standardiser pour produire plus vite. Nous allons créer des standards réutilisables, comme des patterns, des règles de spacing, pour faciliter l'itération. Disney va se permettre une liberté créative sur l'interprétation. En tant que designer, nous accordons une liberté sur l'expérience utilisateur. Malgré tout ça, Walt Disney va quand même connaître quelques échecs. Ici, vous avez Fantasia, Pinocchio et Bambi, qui aujourd'hui sont de réels classiques et qui, malheureusement, à l'époque, sont des échecs financiers. Pourquoi ? Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que nous sommes en période de Seconde Guerre mondiale. Les gens n'ont pas le temps, pas l'envie, pas la possibilité d'aller au cinéma. Deuxième chose, Fantasia, à l'époque, est un ovni artistique. Disney s'est fait plaisir, malheureusement, le public n'est pas au rendez-vous. Et troisième raison, Bambi et Pinocchio, à l'époque, ont des messages beaucoup trop sombres, beaucoup trop pour les adultes. La cible, encore une fois, n'est pas au rendez-vous. Si je vous parle de ça, c'est que les échecs, je pense qu'en tant que designer, ça fait partie de notre ADN. Moi-même, j'ai vécu une mission un peu compliquée dernièrement, pas parce que je manquais de rigueur, pas parce que ce que je produisais était mauvais, mais parce que mauvaise synergie d'équipe, mauvaise vision produit, etc. Mais c'est dur à se dire sur le moment, mais l'échec fait partie de l'ADN du designer et surtout est extrêmement bénéfique pour rebondir, pour repartir aux sources, se poser les bonnes questions. Et moi, dans ces moments un peu compliqués, j'ai tendance à me tourner vers mes passions, notamment Disney. Il y en a d'autres. Walt Disney, comme moi, ou comme moi je fais comme lui, je vais retourner aux sources. Et Walt Disney, du coup, après ses échecs, va retourner au conte de fées. Blanche-Neige était un succès, et il produit Cendrillon. Et surtout, il se repose sur le voyage du héros, le schéma narratif qui va l'aider, step by step, à construire ses films. Comme nous, on va avoir des étapes, step by step, pour nos parcours utilisateurs. Je ne vous ai pas perdu ? Parfait. Disney dira que la créativité est en perpétuel mouvement. Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Ici, vous avez Peter Pan, Dumbo ou encore les Aristochats. L'évolution des mentalités. Ce qui, avant, était acceptable, n'est aujourd'hui plus le cas. En fait, ici, on va avoir des stéréotypes raciaux, voire offensants. Les mentalités ont changé. Si je vous parle de ça, c'est que j'estime qu'en tant que designer, nous avons une responsabilité face à ça. Walt Disney, même si je pense qu'il l'a fortement rêvé, ne pensait pas que 100 ans après, ces films seraient encore visionnés. Et comme nous, en tant que designer, nous avons la responsabilité de se demander qui j'inclus, qui j'exclus, et surtout, qu'est-ce que mon design va devenir dans des semaines, dans des années, etc. Petit exemple très personnel. J'ai oublié de parler de ça. Mais du coup, Disney se protège effectivement avec un message de prévention sur sa plateforme, notamment Disney+, sur, du coup, ce qui se passe sur le film, c'est-à-dire il y a des stéréotypes, la société a changé.
Du coup, je reviens à mon exemple. J'ai une amie qui couple homosexuel à deux filles en bas âge qui vont à l'école. Et à chaque fois, la moindre inscription, la moindre fiche de renseignement, elle est obligée de barrer père pour mettre mère. C'est ce que j'essayais de vous dire, la responsabilité. Ici, mon ami fait un effort constant de rayer. Ça l'oblige à faire un coming out. Il faut juste que nous, en tant que designers, on réfléchisse à l'impact de ce qu'on produit. Parce qu'au fond, ce qui est vraiment important, c'est quelle expérience on fait vivre à nos utilisateurs. Là, je vais vous parler d'une petite anecdote. C'est mon anecdote préférée de Disney. Il faut savoir, comme je l'ai dit au début, que Disney était passionné par les animaux, par la nature. Walt Disney grandit dans une ferme, et donc entouré d'animaux. Il va tellement aimer les animaux qu'il va aller jusqu'à les personnifier et leur donner un prénom. Il va même prendre les habits de sa petite sœur et les habiller. Mais Walt Disney ne va pas s'arrêter là. Walt Disney pense déjà expérience. Walt Disney va organiser un spectacle dans la grange de ses parents avec les animaux. Sauf que c'est un bide total. Tous les enfants du village qui étaient invités et qui ont payé pour ce spectacle demandent à être remboursés. Ils vont voir la maman de Walt, Flora, et Flora dira « Si tu donnes au public plus que ce qu'il attend, il ne sera jamais déçu. » Et cette leçon, j'y reviendrai plus tard, mais Walt Disney va l'appliquer tout au long de sa vie. Comme je le disais, Walt Disney pense déjà expérience. Walt Disney, je parlais de la grange quand il était petit, on commence à aller beaucoup plus loin quand il est adulte, a déjà une idée derrière la tête. Cette idée, elle ne va pas naître dans un laboratoire, elle ne va pas naître chez lui ou sur un papier, sur un crayon, elle va naître dans son jardin. Walt Disney va créer un train miniature totalement authentique avec plus d'1 kilomètre de rails. Il est déjà en train de tester les parcs Disneyland. Malheureusement, Walt Disney manque énormément d'argent à cette époque. Il va hypothéquer sa maison, taper dans son assurance vie, mais il a une opportunité en or. Cette opportunité, c'est l'Exposition universelle de 1964. Walt Disney ne va pas produire une attraction, ni 2, ni 3, mais bien 4 attractions. Et Disney, il est malin. Il ne va pas seulement produire ces attractions, il va poser sa condition. Je fais toutes les attractions que vous voulez, mais ces attractions, je les garde et je les mets dans mon parc. Et en 9 mois, il va produire 4 attractions. La première, Ford Magic Skyway, qui est du coup une visite en voiture, une visite futuriste. On va avoir Great Moments with Mr. Lincoln, qui à l'époque est une réelle révolution grâce aux animatronics. Il faut savoir qu'à l'époque, la technologie ne suffit pas pour les ambitions de Walt, et du coup, il va pousser encore plus loin, jusqu'à ce que ces animatronics transmettent des émotions. On aura Carousel of Progress, qui est du coup une démonstration de l'évolution technologique de nos sociétés. Et pour finir, nous avons évidemment It's a Small World. Je vais y revenir plus tard. Donc on a des idées d'attractions, c'est génial, mais pour faire toutes ces attractions, on a besoin de personnes. Ces personnes, ce sont les Imagineers. Littéralement, la contraction entre ingénieur et imagination. Walt Disney est déjà à l'époque en train de créer ce que nous, aujourd'hui, en 2025, on peine encore à construire. L'hybridation des métiers. En tant que designer, la vision peut changer, chacun sa définition du product designer, mais du coup, on va être à la fois UX, on va aussi avoir une vision business, mais aussi très technique. Et aujourd'hui, on va devoir s'adapter en tant que designer. Quand je suis product designer chez un client, je ne suis pas le même product designer que chez un autre, tout simplement parce que l'environnement change, etc., etc. On est obligé de s'adapter. Donc, nous avons des attractions, on a des Imagineers et on a plein d'idées. Du coup, c'est le début
de Disneyland. Ici, vous avez un message, alors notamment dans les parcs américains, qui dit « Ici, vous quittez le monde d'aujourd'hui pour rentrer dans celui d'hier, de demain et de l'imaginaire. Ce panneau, vous l'avez à l'entrée du parc, juste avant le grand tunnel où vous arrivez à Disneyland. » Walt Disney nous annonce déjà la transition entre le monde réel, métro, boulot, dodo, et le monde de l'imaginaire. Ici, je vous montre un petit peu l'exemple de Disneyland Paris, parce que forcément je le connais un peu plus, et peut-être que ça parlera plus à vous. Ici, c'est la map de Disneyland. Donc, comme je vous le disais, Main Street USA, qui est juste en bas, c'est là où on va avoir le petit message qui s'affiche. Et en fait, on va avoir cette grande allée, donc jusqu'au numéro 13, avec la place centrale et bien évidemment le château. Petite anecdote très personnelle, il faut savoir que je suis une catastrophe ambulante en ce qui concerne le sens de l'orientation. Je peux remettre 10 fois le GPS sur un trajet que j'ai fait 60 fois pour aller chez moi. C'est véridique. Des personnes dans la salle le savent. Mais à Disney, pas parce que j'y suis allée 100 fois, j'arrive à me repérer. Je sais exactement où je suis et où je vais. Pourquoi ? Parce que c'est du design, en fait. Walt Disney, quand il conçoit les parcs, s'inspire du rond-point de l'Étoile, à Paris. Vous avez donc la place centrale, en forme de rond, et vous avez un repère visuel, le château. Peu importe le land où vous vous baladez, vous savez où vous êtes, où vous allez et d'où vous venez. Vous avez évidemment d'autres repères visuels, comme la montagne de Big Turtle Mountain, ou encore Space Mountain. C'est du génie. Et en design, on a la même chose. Les fils d'Ariane. On construit des fils d'Ariane pour que nos utilisateurs savent où ils sont, où ils vont, et surtout, comment je peux faire pour revenir en arrière. Et donc, je voudrais qu'on se repenche sur la citation de Flora. « Si tu donnes au public plus que ce qu'il attend, il ne sera jamais déçu. » Et Disney, l'entreprise, va toujours l'avoir en tête. Moi, en tant que designer, je fais le rapprochement avec le modèle de canot. Vous avez les fonctionnalités obligatoires. Si je prends l'exemple Spotify, la fonctionnalité obligatoire, c'est écouter de la musique. Si Spotify ne diffuse pas de musique, vous allez désinstaller l'application. Ensuite, vous avez les fonctionnalités performantes. C'est le petit plus. C'est les recommandations de podcasts, les recommandations de playlists, etc. Et ensuite, vous avez les fonctionnalités attractives. C'est l'effet waouh. Tout simplement, le wrap-up en fin d'année. C'est inutile, ça ne sert typiquement à rien, mais ça vous fait kiffer. Et vous adorez le partager sur les réseaux sociaux. Et Disney, le modèle de canot, il le gère super bien. Si je vous pose la question, pour ceux qui sont déjà allés à Disneyland ou qui voudraient y aller, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus chiant à Disney ? J'entends la queue, les tarifs. Il y a une bonne réponse là-dedans. La bonne réponse, c'est donc le monde. Je vous parle un petit peu plus sérieusement d'un exemple qui est Disney Illumination. Pour ceux qui ne savent pas, Disney Illumination est donc un spectacle nocturne qui a lieu tous les soirs sur le château. C'est donc une projection lumineuse sur le parc, sur le château, avec feux d'artifice. Avec l'avancée technologique, on va avoir aujourd'hui des jeux de fontaine, des lasers et même des drones. Et aujourd'hui, si comme moi, quand vous allez à Disney, vous voulez kiffer jusqu'à la dernière minute des attractions, vous arrivez à 20h pour le spectacle et vous n'avez plus de place sur la place. Donc vous vous retrouvez sur Main Street, coincé, avec le château au loin que vous ne voyez plus. Main Street, je rappelle, c'est donc la grande allée principale qui donne sur la place centrale. Et Disney va répondre de manière très intelligente à ça. Il va transformer la contrainte en effet waouh. Depuis janvier dernier, Disney a étendu son spectacle nocturne sur Main Street. Donc si, comme moi, vous allez à Disney et que vous avez profité à fond des attractions et que vous êtes sur Main Street, eh bien vous pouvez quand même profiter du spectacle nocturne.
Walt Disney dira, et promis c'est la dernière citation, « Disneyland ne pourra être terminé tant qu'il y aura de l'imagination dans ce monde. » Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai parlé d'animation, je vous ai parlé de spectacle, je vous ai parlé de parc, je vous ai parlé d'Imagineer, et je pourrais vous parler de musique, mais aussi d'objets de collection, mais là, je vous tiens pendant 2 heures. Disney, c'est tout ça en fait. Disney, c'est une expérience 360. Et en tant que designer, on a l'habitude de ça. On ne pense pas juste au produit, on ne pense pas juste à l'expérience qu'il va avoir sur l'interface digitale, on pense à tout l'environnement qui se trouve autour du produit. On va penser aux émotions, aux contraintes, etc., etc. Et Disney, ça, l'a très bien compris. Il va aller jusqu'au bout, pousser au bout, l'expérience. Si je vous raconte ça, c'est parce que Disney, c'est aussi ça. Tu n'as pas quelque chose de plus entraînant? Ah, comme le monde est petit. Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. Je vous avais dit que j'allais y revenir. Mais du coup, Disney, ici, se permet de faire un clin d'œil direct dans son film le plus emblématique, à mon sens, une référence à son attraction emblématique. Et là, sans même le savoir, lorsque vous regardez Le Roi Lion, j'ai une chance sur 2 que vous ayez déjà la musique dans la tête. Je suis désolée de l'avoir mise, j'étais obligée. Disney se permet des clins d'œil. Je vais vous parler d'un exemple un petit peu plus concret. Pirates des Caraïbes, toujours dans le cadre de Disneyland Paris. L'attraction, donc Pirates des Caraïbes, née déjà aux États-Unis, est importée en France. Il faut savoir d'ailleurs qu'à l'époque, Pirates des Caraïbes n'est pas un film, c'est avant tout une attraction. Et donc, ensuite, naît Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes qui est aujourd'hui l'une des licences les plus fructueuses de Disney, avec des personnages emblématiques comme avec Jack Sparrow. Pirates des Caraïbes, c'est également du merchandising, des figurines de collector, des oreilles de Mickey, des t-shirts, des sabres pour enfants, etc. Et Pirates des Caraïbes, c'est aussi ça. Des musiques emblématiques portées par Hans Zimmer. Hans Zimmer, je vous promets, des musiques absolument incroyables. Si vous ne voulez pas avoir des références Disney, je vous en supplie, écoutez juste ces musiques. Walt Disney, lui, pense déjà à ça très très tôt. En 1957, Walt Disney dessine ceci. La Disney Experience Map. Walt Disney montre, dans les années 50, comment tout son écosystème Disney est relié de bout en bout. Et là, je vais partir en full impro, mais je vais demander à quelqu'un dans la salle, potentiellement ceux qui sont devant moi, de me dire leur film préféré de chez Disney. Le Roi Lion ? Mulan. Ok, Le Roi Lion et Mulan. Très bien. Vous me challengez en plus. Mulan, c'est donc avant tout une histoire, un conte, qui a été adapté en film d'animation. Nous avons des musiques, comme un homme, porté par Patrick Fiori, si je ne dis pas de bêtises, en France, avec quelques petits dessins animés, il y a eu un 2, si je ne dis pas de bêtises, etc. Le Roi Lion, c'est avant tout un dessin animé, c'est ensuite une attraction qui va bientôt naître à Disneyland Paris, normalement, d'ici quelques années, et puis c'est aussi des chansons. Si je vous dis Hakuna, vous me répondez ? Voilà. Du coup, je vous ai fait la démonstration de l'expérience Disney. À tel point que si vous êtes venu en RER aujourd'hui, notamment sur la ligne A, vous avez pu avoir ce panneau qui s'affiche. Vous avez eu un icône Mickey. Et pourtant, ce n'est pas écrit Disneyland Paris. Mais vous savez, intuitivement, que c'est direction Disneyland Paris. Peut-être que même, un jour, vous avez croisé dans le RER des personnes qui portaient des oreilles de Mickey. Et c'est totalement OK. Je pense que si vous croisez des gens dans le RER avec des oreilles d'Astérix, l'effet est moins waouh.
Et comme vous, aujourd'hui, pour vivre cette expérience avec moi, vous portez des oreilles de Mickey. Comme les designers, Walt Disney raconte donc des histoires. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous raconter l'histoire de Walt Disney, mais aussi un peu du design. Normalement, il y a un peu de musique. Aujourd'hui, du coup, je vous ai raconté l'histoire de Disney et comment cette entreprise de divertissement a influencé sur nos méthodologies, produits et design. Mais aujourd'hui, ce que je vous ai surtout raconté, c'est l'histoire d'une petite fille qui chantait à tue-tête à la file indienne. Je vous ai raconté l'histoire d'une adolescente qui se faisait traiter de gamine parce qu'elle collectionnait des figurines collector. Mais surtout aujourd'hui, ce que je vous ai partagé, c'est l'histoire d'une jeune femme, la femme que je suis aujourd'hui et qui est devenue designer grâce à Walt Disney. Alors je vous remercie pendant ces quelques instants d'avoir partagé ce petit bout de rêve avec moi. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Et je précise encore une fois, je n'ai jamais travaillé à Disney. On me l'a beaucoup demandé. Ça marche, ouais. Bon, bah, pas C'est de ici. questions. Ah, pardon. Bonjour. Bonjour. Bon, j'adore Disney aussi, je peux y aller 45 fois par an aussi avec mon fils maintenant. Mais j'ai quand même une question. La magie a juste occulté un tout petit truc. Est-ce que Walt Disney aurait pas un petit peu inventé le dark pattern aussi? Parce que entre les fils à rallonge, les moyens de nous faire payer des trucs pour aller plus vite, les tarifs qui augmentent tous les jours depuis quelque temps, il y a quand même quelques petites pratiques un peu limites. Alors, je ne sais pas si Walt Disney a inventé ceci, mais je vais juste faire le parallèle pour le coup avec nos métiers de designer, parce que ça va plus me parler, parce que je ne connaissais pas toute la vie de Walt Disney. C'est que tout simplement, en tant que designer, on a des ambitions pour nos utilisateurs, on essaye à cœur de les tenir dans nos designs, mais malheureusement, on a toujours des contraintes business, des contraintes techniques, et je pense qu'en tant que designer, on est obligé de faire avec. Ça fait partie, encore une fois, de notre ADN. C'est la seule réponse que je pourrais t'apporter aujourd'hui. Ok, merci. Bon, bah, c'était super clair. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis fan de Disney comme vous. Et du coup, ma prochaine question, c'est est-ce que c'était une manière d'avoir un job chez Disney? Il y a des gens qui travaillent chez Disney dans la salle? Oui et non. Tout simplement parce que si j'ai fait cette présentation, c'est avant tout pour relier deux passions, c'est-à-dire le design et Disney. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne postulerai pas, en tout cas tout de suite, chez Disney si j'en avais l'opportunité. J'estime que j'ai encore beaucoup de chemin à faire avant d'être à la hauteur de mes ambitions. Il y a une question ici. Ah, Bonjour. oui. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Le support était très beau. Moi, je dois reconnaître que je suis un tout petit peu interrogatif. C'est peut-être une facétie de la programmation que vous passiez juste après le propos précédent, la keynote, où on nous a beaucoup parlé frugalité, sobriété, réflexion éco-responsable, sociétale, etc. Et je ne veux pas me positionner en moraliste, je n'ai pas de leçon de morale à donner, chacun peut se faire un avis, mais je me dis qu'il y a quand même un équilibre qui ne me semble pas facile à trouver entre faire vivre des expériences magiques et le fait qu'on soit obligé de distribuer 400 paires d'oreilles de Mickey qui vont sans doute finir à la poubelle pour parvenir à ça. Ah. Bah, déjà, les oreilles de Mickey, ne les jette pas.
Mais oui, effectivement, pour être beaucoup plus sérieuse, il y a un juste équilibre à trouver entre la magie et l'expérience utilisateur. Et encore une fois, je pense qu'en termes de design, on a toujours eu l'ambition, en tout cas moi, d'apporter cet effet waouh à l'utilisateur. C'est un travail constant qu'on fait en collaboration avec nos équipes, avec la vision produit aussi. Et je pense que c'est un combat. Je rejoins un petit peu la réponse que j'ai apportée tout à l'heure. C'est qu'on doit faire le mieux qu'on peut dans les contraintes qu'on a. Pardon ? On peut récupérer les oreilles, c'est ça que tu dis ? Eh bien, écoutez, a priori, vous pouvez nous redonner les oreilles de Biquet si jamais vous voulez pas. Et une autre question ou remarque ici, de ce côté, j'ai la main levée. Il y en a plusieurs des mains levées, du coup, en bas. Ici. Ok, pardon, excusez-moi. Pas de souci, c'est toute l'histoire de ma vie. Ouais, plus qu'une question, c'est plutôt une remarque. Je m'attendais, en fait, il y a eu tout un débat et pas mal de vidéos qui ont circulé sur certaines problématiques dans les films de Disney par rapport au consentement. Vu qu'il y a un lien avec le métier de designer, et on a parlé des dark patterns, notamment dans les parcours de consentement, quand on essayait d'enrôler des personnes et de récupérer leurs données privées. Donc peut-être une suggestion d'un lien à faire entre justement l'environnement de Disney. Alors pour le coup, c'est un contre-exemple. On n'a eu que des exemples à suivre, et là c'est plutôt un exemple à ne pas suivre. Mais donc voilà, je me serais attendu à avoir ça, et peut-être une suggestion d'ajout dans cette présentation que j'ai trouvée par ailleurs intéressante. Merci déjà. Je répondrai à ça qu'effectivement, ça a été assez difficile de faire un choix, surtout quand on est passionné par Disney, sur tout raconter. Le design déjà est très grand et l'univers Disney l'est encore plus. Malheureusement, je n'avais que 30 minutes. J'ai préféré me focaliser sur des choses qui apportaient du sens aux propos que je racontais. Mais bien évidemment, si un jour j'ai l'opportunité de faire 1 heure de conférence, c'est avec joie que j'explorerai le sujet. Pas d'autres questions ? Ah, il y a une question. Oui. Alors du coup, déjà, bravo pour la conférence, merci. Du coup, j'avais une question, ou plutôt une remarque. Donc, c'était hyper intéressant, les parallèles que tu fais à chaque fois. Et je trouve qu'un parallèle qui est guidé un peu la conférence, qui manquait un petit peu, c'est insister sur le côté émotionnel, le côté expérience à apporter aux utilisateurs. Et ça aurait été intéressant justement de montrer un peu comment les émotions que tu vas vivre chez Disney, tu peux les retransposer aussi dans tes expériences au quotidien. Ok, hyper intéressant comme retour. Effectivement, je vais rejoindre encore un petit peu ce que j'ai dit. Il y a 1000 choses à dire sur Disney et vraiment, je pourrais en parler pendant des heures, notamment parce que je suis hyper passionnée par les expériences dans les parcs. Je trouve que c'est intelligent, brillant, alors cher, je vous l'accorde. Mais du coup, je retiens ton petit feedback. Et si encore une fois, j'ai l'opportunité de refaire cette conférence pendant 2 heures, je veux bien d'ailleurs qu'on échange après sur le stand Echo et que tu me donnes tes retours. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Laura. Et pour ceux qui veulent garder les oreilles, vous pouvez les garder. Sinon, vous pouvez les donner à la sortie. Parce que du coup, Echo va les récupérer et je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais ils m'ont dit qu'ils allaient les donner à une œuvre charitable. Donc, voilà.